Bonjour à tous et bienvenue au premier Conseil des ministres du Gouv. La session inaugurale tournée en direct à Paris avec l'ensemble du cabinet. Vous pouvez intervenir pour poser vos questions tout au long du live. N'hésitez pas, peu importe la plateforme que vous utilisez, à poser les questions à nos ministres. Je vais vous expliquer pourquoi on a créé le Gouv. On a créé le Gouv tout simplement parce qu'on s'est retrouvés dans des mouvements sociaux, notamment celui des Gilets jaunes. Et certaines personnes ont créé des affinités, malgré qu'on soit tous d'horizons différents et qu'on ait tous des opinions politiques différentes. Cependant, on a réussi à trouver la force de pouvoir avancer ensemble et tout simplement dans le but de changer les choses. Aujourd'hui, on veut retrouver cette justice sociale et fiscale. On veut aussi une démocratie et une indépendance nationale. Donc cette idée, elle doit être contrôlée par le peuple. Et justement, ça va être le rôle de la présidence plurielle. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre en place une équipe qualifiée, constituée de personnes venues de tout horizon, pour mettre en commun leurs compétences. Ce que nous voulons, c'est une équipe qui soit à la disposition des citoyens pour solutionner des problèmes réels. Ce que nous proposons, c'est une équipe qui soit en capacité de se remettre en question à chaque fois que ce sera nécessaire pour proposer un avenir meilleur au plus grand nombre. Pour plein de raisons et surtout de bonnes raisons, nous ne voulons surtout pas d'un nouveau parti politique et que par conséquent, nous avons choisi de créer une association qui s'appelle la Transition. Donc ceux qui ont travaillé pour rendre possible ce Conseil des ministres sont des pères et des mères de famille pour la plupart, qui ont passé tout leur temps libre ces derniers mois pour obtenir ce résultat. Voilà, donc en fait aujourd'hui nous voulons créer un Conseil national de la résistance, un CNR, avec des personnalités de tous bords politiques. Cet équilibre est difficile à trouver dans ce pays très fracturé, avec des dissensions politiques fortes. Et si on est là aujourd'hui, avant de donner la parole au ministre et de démarrer l'ordre du jour, c'est parce qu'on pense que l'état du pays recommande de prendre des initiatives en tant que gilets jaunes, puisque un certain nombre d'entre nous viennent de ce mouvement. On nous a souvent demandé qui on mettrait à la place de Macron et de son gouvernement si celui-ci venait à tomber pour X ou Y raison. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de réponse à opposer à ça. Et ce que l'on organise aujourd'hui est un début de réponse à cette question, qui est une question importante. Donc je considère que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les libertés publiques sont lourdement en danger. Et qu'un des moyens pour ce pouvoir de se maintenir, pouvoir minoritaire, qui était tout à fait d'accord pour être minoritaire dès le départ, le moyen, c'est de porter atteinte aux libertés en s'appuyant sur la police, bien évidemment, mais surtout sur la justice. Et le mal est très profond. 3300 peines de prison ferme contre les Gilets jaunes, et énormément de façon totalement arbitraire, et qu'aujourd'hui, il y aurait 800 personnes qui seraient toujours en détention. J'ai eu l'occasion de m'intéresser au dossier de Roland Veuillet, qui est aujourd'hui toujours en détention à la maison d'arrêt de Nîmes, qui a été mis au mitard pendant qu'il faisait 43 degrés pendant la canicule, et je dis ici, il n'a rien fait. C'est une vengeance pure et simple des magistrats, naturellement, sur ordre. La prolongation de l'état d'urgence, c'est le moyen pour le gouvernement de proroger une situation qui lui permet de légiférer par simple ordonnance et par décret, ce qui est profondément antidémocratique, sous prétexte de préoccupations sanitaires. Il y a un véritable contrôle social, et je dirais pire, il y a l'habitude de l'arbitraire qu'on donne aux Français. Il y a une volonté de ce pouvoir de porter atteinte aux libertés parce que ça lui est utile, et malheureusement pour cela, il bénéficie d'un certain nombre de relais. 400 000 chômeurs de plus déjà, donc on va passer à 6,5 millions à Pôle emploi bientôt, et bientôt 1 million de plus selon les prévisions. On a un niveau de vie qui baisse, qui tend à baisser, c'est ce qu'ont souligné les Gilets jaunes, pour les salariés, et une réelle souffrance au travail avec beaucoup de stress. 30% des personnes sont en stress important dans les entreprises, la peur du chômage et un travail demandé qui n'a souvent pas beaucoup de sens. Et en fait, ce que tu nous expliques, c'est que même si c'est la crise énorme dans l'économie réelle, la crise financière n'est pas pour tout de suite, et la bourse va continuer de caracoler, les dividendes vont continuer de monter. En vrai, rien ne va changer.
Rien ne va changer, non, ça va en pire. En fait, on a effectivement une bulle boursière qui va être conjuguée à une crise sociale. Donc là, l'écart, et c'est là où on voit vraiment qu'on est dans une plutocratie. Déjà, il faut que les marchés publics, qui sont payés avec les impôts des Français, soient attribués en priorité aux entreprises françaises. Sinon, les impôts des Français servent à relancer la Chine. Ça n'a aucun sens. Il faut que les subventions publiques pour les produits écologiques, il y en a beaucoup, pour les fenêtres, etc., soient 2 fois plus fortes pour le fabriquer en France que pour ce qui est fabriqué ailleurs, ce qui est la même logique. On a 3 types de relance de l'économie française. Des grands projets publics qui sont utiles pour relancer l'emploi et les entreprises, l'industrie en tête toujours, qui est le plus important, de la relocalisation d'activités grâce donc à la règle sur les marchés et subventions publiques avec un coût zéro, et enfin la relance pour la consommation de produits et services fabriqués en France. Donc il y a tout ce qui est l'hôpital. Puisque le marché public maintenant est réservé aux produits français, tout ce qui est acheté par les hôpitaux devra être fabriqué en France, à moins que ce soit absolument impossible. Donc relocalisation de fabrication de masques, de bouteilles d'oxygène, de médicaments et d'appareils divers achetés par l'hôpital. Relance de l'agriculture française, pareil, parce que les cantines publiques seront obligées d'acheter des produits agricoles français à cause de cette même règle. Le coût est quasiment nul et ça relance notre agriculture. Pour la finance, et je finis là-dessus, interdiction des achats d'entreprises par LBO, qui consiste par des hauts niveaux d'endettement pour les entreprises et en fait un dépeçage des entreprises. Ça maltraite les entreprises et les salariés. Fin des stock options, sauf pour les startups où ça a un sens, puisque les stock options poussent à une gestion par les cours de bourse sur les très courts termes et ont tendance à faire du mal aux entreprises. Et enfin, une mesure encore gratuite, un contrôle des banques qui doivent prêter à l'économie réelle et non à la spéculation. Je voudrais commencer cette intervention, que je vais essayer d'être la plus courte possible évidemment, en saluant les gilets jaunes du rond-point de Bandol, qui tiennent bon et qui, contre vents et marées, maintiennent les couleurs, redonnent des couleurs à la démocratie française, ainsi que les gilets jaunes de partout d'ailleurs, qui nous ont redonné espoir. Le gouvernement italien a quant à lui pris la mesure du problème en amont, en préparant cette rentrée à partir du mois de mai pour que, en septembre, les conditions soient réunies pour que professeurs et élèves puissent travailler. Et évidemment, pour qu'ils puissent travailler, il ne faut pas leur imposer le port du masque. Le port du masque, qui n'est même pas protecteur, hein, j'y reviendrai dans un instant, parce que c'est aussi un sujet, c'est complètement stupide et insensé. D'abord parce que chacun sait que lorsqu'on a franchi les grilles de l'établissement pour sortir, eh bien les mêmes qui sont réunis dans les salles de classe se retrouvent entre eux sans masque et par conséquent font circuler le virus. Donc la mesure elle-même ne sert à rien, n'a aucun effet. D'autre part, cela rend ce qui se passe à l'intérieur d'une salle de classe extrêmement compliqué. Et ceux qui prennent ces mesures ne subissent pas cela. Ils n'en ont absolument aucune idée, ils sont complètement déconnectés. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais j'invite chacun à essayer de passer 4 heures ou 6 heures dans une salle exiguë où il fait plus de 30 degrés, où on est 35, 36, parfois plus. C'est insupportable. Et tout cela en plus pour rien. Bon. Donc ces droits qui avaient été accordés aux personnes vulnérables leur ont été retirés du jour au lendemain. Et on les a renvoyés dans les écoles en estimant qu'elles pouvaient se protéger avec un masque de type 2 qu'on ne leur a pas fourni dans un premier temps et qu'on ne leur fournit d'ailleurs toujours pas. Il est temps de redevenir un peu sérieux, de faire la part des choses, de prendre les bonnes mesures pour les personnes qui le nécessitent et puis d'envisager que si on décide d'ouvrir les écoles, eh bien, il faut permettre à ceux qui s'y trouvent de travailler et non pas de souffrir inutilement. On a vu au travers du cas Raoult un conflit absolument fondamental entre la mentalité positiviste, déterministe, qui veut tout raisonner par les mathématiques, les modèles, voire l'informatique, aux dépens de la réalité.
On voit des médecins qui ne sont plus devant des malades et qui raisonnent uniquement par des modèles mathématiques. Cette industrie du modèle mathématique profitant et étant financée par les big pharma. Donc on a besoin de reformer des individus qui savent penser et d'appliquer la maxime de Michelet, faites des hommes et tout ira bien. Pour l'instant, on ne fait plus des hommes, on fait des robots, on fait des machines à répéter. On n'ira nulle part pour ça, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, ça servira à rien si on n'a pas le personnel et les cadres pour l'appliquer. Parce que la France, elle s'est désindustrialisée sous le mythe de la mondialisation heureuse, du libre-échange, de l'économie basée sur les services. On a dit, voilà, on va tout laisser filer et dire qu'on empêche une entreprise étrangère d'acheter une entreprise française. Je rappelle la formule de M. Macron au moment de l'affaire Alstom. On n'est pas au Venezuela. Donc on va laisser les Américains acheter Alstom et on connaît la suite malheureuse. Et qui ont appliqué la formule de Francis Bacon, le succès d'une nation ne repose pas sur la race, le climat, la géographie ou les ressources naturelles, mais sur son habileté dans l'industrie. Dans le langage de l'époque, on disait les arts, c'est-à-dire la capacité à gérer la technologie. Donc, c'est sur l'intelligence qu'il faut mettre le paquet. Alors, cette question du libre-échange, elle est très simple. C'est ouvrir quand on a besoin d'importer de la technologie étrangère et fermer pour protéger la fuite de notre technologie. C'est ce que font très bien les Chinois, c'est ce qu'ont fait tous les pays. Ce que font les États-Unis, d'ailleurs, ils disent le contraire. Mais les Chinois expliquent très bien qu'ils appliquent, ça c'est les écrits du recteur de l'université de Singapour, Kishore Mahbubani, qu'ils s'inspirent de l'histoire vraie de l'Occident, mais pas des fadaises qu'ils racontent. Parce que l'Occident a voulu après convaincre les pays sous-développés ou en développement que leur avenir c'était dans le libre-échange. Or, c'est pas du tout ça. Quand on prenait le coton des Indiens pour en faire des chemises à Liverpool et à Leeds et qu'on leur revendait des chemises, tout ça c'était la définition même du colonialisme. On a une rente touristique extrêmement élevée puisqu'on est bientôt à 10% de PIB par le tourisme, et c'est que ça peut ça peut détruire, ça peut être une occasion de faire rentrer des devises, parce que les Suisses sont très très bien gérés. Ils ont créé des espèces de fermes pour riches à Davos et à Gstaad où ils font rentrer l'argent, mais l'argent il est réinvesti dans l'industrie, dans des industries de très haute intensité technologique. Si on devient dépendant d'une rente touristique, eh bien qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3-4 bobos qui joueront les jardins de la nature sur des campagnes qui ont été désertifiées, etc. Donc il y a un besoin de contrôler l'activité touristique, entre autres. Si sur un territoire il n'y a plus de maternité, si c'est la seule maternité qui reste, c'est la mort du territoire. Et si je veux réindustrialiser sur le territoire, comme par exemple le nord de la France, qui est désindustrialisé, ma petite maternité, son impact économique, il sera très grand. Donc il faut que je raisonne en termes d'impact à moyen long terme et non plus en termes de coûts. Donc les coûts deviennent des investissements. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une politique d'intelligence économique. Une politique d'intelligence économique, c'est à la fois comprendre ce que font les autres, comprendre où en est la technologie, l'intégrer et comprendre les stratégies des autres. Ces stratégies qui peuvent être offensives et agressives. On l'a vu avec l'affaire Alstom, on le voit aujourd'hui, les menaces sur nos industries. Et donc ça, quand on parle d'intelligence économique, eh bien souvent on vous dit c'est du théorie du complot, des machins comme ça. Non, c'est extrêmement important et tous les autres pays le font. Il n'y a que chez nous que c'est mal vu par nos élites. Prenez les statistiques, l'innovation, c'est les territoires. C'est pas la défense. La défense, c'est des sièges sociaux, c'est pas des laboratoires de recherche. Donc prenez les statistiques de Trendéo, c'est dans les territoires où on vit bien, comme par hasard, que l'innovation, elle est plus forte. C'est des institutions, ça ne coûte pas forcément cher. Par exemple, les Américains ont un système qu'on peut très bien adopter, qu'on pourrait très bien adopter. C'est interdit par les traités européens. C'est les SBIR, les Small Business Innovation Research Programme. On va utiliser une partie des achats publics, qui sont des coûts fatals, pour qu'on va les acheter. Mais au lieu d'acheter ça à des boîtes américaines, on va acheter ça à des PME innovantes françaises qui vont profiter en même temps d'un accompagnement scientifique pour se développer. Des politiques proposées par le gouvernement avec les traités, c'est d'abord d'expliquer les rouages de l'Union européenne aux Français et peut-être aussi à notre classe politique.
parce que certains autour de cette table savent que l'absentéisme est élevé pour les députés européens. Il y a d'une manière générale une très grande difficulté des Français aujourd'hui à se placer dans les institutions européennes. C'est absolument dramatique, en particulier lors de l'étape récente avec l'arrivée d'une nouvelle commission. On a vu à nouveau les Français incapables de se placer au poste de directeur de cabinet ou aux grandes directions. Et la quatrième phase, qui pourrait coïncider avec l'élection présidentielle, c'est celle où finalement, nous arrivons à déterminer ce que j'appellerais de manière provocatrice le pourcentage de Frexit que nous voulons. Alors certains peut-être autour de cette table diront qu'ils le veulent à 100%, d'autres peut-être le veulent très peu. Le Covid, si vous voulez, premièrement, je pense qu'on a vu à cette occasion de facto l'inexistence de l'Union européenne dans certains secteurs. Et l'incapacité de l'Union européenne, finalement, en situation de crise, à véritablement amener quelque chose d'utile aux États membres qui la composent. On a vu aussi bien les États d'Europe centrale que l'Allemagne, d'ailleurs, décider unilatéralement de la fermeture de leurs frontières. On a vu aussi un pays comme la France, d'abord en le disant, puis ensuite sans le dire, s'obstiner de façon totalement idéologique à ne pas contrôler les frontières. À quoi ça sert l'Union européenne ? D'un côté, si c'est simplement pour avoir des décisions globales de commande de médicaments, de commande de vaccins à l'avance, en achetant beaucoup de vaccins à l'avance à des laboratoires qui prévendent des vaccins dont on n'est même pas sûr de l'efficacité. Il y a vraiment cette idée de faire passer à l'occasion du Covid et de l'après-Covid tous les projets mondialistes imaginables. Il y a déjà deux droits qui sont opposables. C'est le droit à la scolarité pour les enfants et c'est le droit aux soins de santé. Eh bien, il s'agit de faire de l'emploi un droit opposable au même titre que le droit à l'éducation et le droit aux soins de santé. Pourquoi, depuis une quarantaine d'années, le chômage reste-t-il à des niveaux si élevés ? Il y a deux raisons. D'abord, les classes dominantes ont compris vers la fin des années 70 qu'on pouvait et qu'il fallait organiser le mode de régulation de l'économie, non plus par l'inflation, mais par le chômage. Et le chômage est devenu ce qu'on appelle la variable d'ajustement de l'économie. C'est ce qu'ont fait les résistants après la Seconde Guerre mondiale, dans le préambule de la Constitution de 1946. Quand ils créent la sécurité sociale, eh bien, ils passent à l'acte. C'est-à-dire, pour eux, les droits, c'est pas de l'encre sur du papier. Ils passent à l'action. Il y a le droit à la santé, le droit aux soins. De tout temps, il y a eu du travail. La pêche, la chasse, l'agriculture, c'est du travail, même s'il n'y avait pas le salariat au temps préhistorique. Et donc, contrairement à ceux qui prétendent que c'est la fin du travail, il y aura toujours du travail si, politiquement, on décide de répondre aux besoins humains. S'il y a du chômage, c'est parce qu'on ne veut pas, que les classes dominantes ne veulent pas répondre aux besoins humains. Qu'est-ce que l'emploi ? Eh bien, l'emploi, c'est le cadre, souvent juridique, dans lequel s'exerce un travail. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Et donc, arrêtons de chercher des emplois, cherchons les besoins non satisfaits de la population, car c'est en y répondant qu'on créera des emplois utiles. Alors, combien ça coûte, 7 millions d'emplois ? Le coût fait 288 milliards d'euros par an. Cette somme peut paraître élevée, mais quand on rapproche... non, en fait, non, je vois... Ça, ce sont les financiers. Voilà, et je vais le convaincre, et dans un instant, il aura le sourire. Là, en fait, si le gouvernement avait voulu résoudre le problème du chômage, il y avait déjà l'argent. Mais sauf que ces 603 milliards, c'est de l'eau versée sur du sable. Alors que les 7 millions de salaires qui seront versés correspondant à des emplois utiles auront au moins 5 effets positifs sur la société. On peut créer 3 millions d'emplois très vite, dans les 2 ans qui viennent.
différentes mesures comme la répression des licenciements boursiers, l'interdiction des délocalisations, relocalisation avec interdiction de réimporter en France ce qui a été délocalisé. Il manque un petit peu d'argent, eh bien, on va le trouver, soit par un prêt forcé auprès des banques, à taux faible, pour expliquer ce qu'est un prêt forcé, un prêt obligataire traditionnel et des avances de la Banque de France. Conclusion, on ne peut pas faire ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça permettrait de résoudre le chômage. Et on ne peut pas le faire parce que les traités européens interdisent de le faire. Depuis la fin des années 60, environ 15 000 militants syndicaux des entreprises ont été licenciés chaque année. C'est une épuration sociale silencieuse qui s'est faite dans les entreprises pour éliminer les meneurs. On peut dire qu'il y a aujourd'hui le PUE, le Parti unique européiste. Et le Parti unique européiste rassemble la plupart des partis de gauche et de droite, des grands partis de gauche et de droite, tous les syndicats, quasiment tous, et toute une série d'associations, même très bien par ailleurs. Où sont les nouveaux paysans, c'est-à-dire combien d'agriculteurs est-on capable d'installer entre les années 90 et les années 2000 ? Donc on voit que c'est en chute libre. En gros, on est à 1/3 des installations de ce qu'il faudrait en faire en propre pour renouveler la force de travail. Et du coup, de là découle une autre question pour la société, c'est-à-dire qui va produire l'alimentation demain. Et puis là, on se rend compte que la moyenne d'âge des agriculteurs ne fait qu'augmenter. On a une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que la France, elle est en prise avec une très forte perte d'autonomie alimentaire, alors que c'était le premier pays en production agricole d'Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le rapport du Sénat qui a été fait en 2019. La production agricole stagne depuis 1997. Et en 2022, les prospectives du Sénat prévoient que la France devient importatrice nette d'alimentation. Je dis bravo la PAC, parce que je ne sais pas comment on va continuer, c'est-à-dire on n'a pas de gain sur les nitrates. On a toujours des pesticides dans l'eau, on a de plus en plus d'algues vertes, et puis le réchauffement climatique ne va pas aider. On a perdu de la biodiversité. Donc le bilan il est quasi catastrophique, peu importe où on regarde. Et ça pose la question, en fait, de cette crédibilité d'une agriculture complètement administrée par des fonctionnaires européens et français, mais en règle générale, c'est pareil dans tous les pays, qui s'avèrent être quasi incapables d'obtenir le moindre résultat sur n'importe quel sujet qu'on va aborder. Ça commence avec les quotas laitiers. On va dire, ça fait monter les nitrates. Ensuite, on va avoir des primes pour des céréales. Et donc, ça détruit 400 000 hectares de cultures fourragères liées à la perte de l'élevage laitier. Et donc, globalement, toute cette matière organique issue des cultures fourragères, parce que c'est des sols riches en matière organique, va finir dans l'eau. Et donc, on accuse les agriculteurs. Ça s'appelle l'agribashing. Et ça commence à être beaucoup trop voyant. C'est comme le nez au milieu d'une figure. Mais pour ça, c'est le Frexit qui est absolument nécessaire dans tous les domaines. J'adore l'histoire du CNR. Comme ça, vous avez des avis contradictoires et puis vous allez peut-être trouver une bonne solution. Sur la deuxième marche du podium, Philippe Murer. Alors, entre 90 et 100%, arrêtons-nous à 95%. Même constat que pour Jacques, puisque tout ou presque de ce que tu préconises est interdit. Même pendant le Covid, l'Union européenne a rappelé que la France devrait revenir à l'austérité budgétaire dès que possible. Alors, je pense que là aussi, on pourrait faire un procès quasiment en sorcellerie, distorsion de concurrence, investissement non autorisé, opposition aux accords financiers contenus dans les traités de libre-échange ainsi qu'à l'Union bancaire, vouloir augmenter les salaires comme Jacques, défendre le Made in France, notamment dans la commande publique, renationaliser d'anciennes entreprises publiques, s'attaquer à l'évasion fiscale, instaurer une taxe sur les transactions financières, des droits de douane.
Enfin bon, je m'arrête là parce qu'il y en a qu'on a brûlé pour moins que ça. Et enfin, je pense que la médaille d'or est décernée à Étienne Chouard et à son ministère de la Monnaie, puisque effectivement, là, on ne peut que lui attribuer 100%, sa politique monétaire étant absolument incompatible avec ce qui relève du domaine exclusif de la Banque centrale européenne de Francfort. La volonté politique de se préoccuper de ces territoires est absente. Et pourtant, ces territoires pourraient constituer un vrai élément de puissance pour la France, notamment via ce qu'on appelle la zone économique exclusive. On sait que la mondialisation se fait d'abord sur la mer. Or, j'ai quand même l'impression que la France passe un peu à côté de ce levier pour pouvoir peser sur cette mondialisation. Je crois qu'il y a là une action à mener très forte pour permettre aux territoires d'outre-mer de vivre de la pêche et aussi de protéger ces fonds marins qui sont l'avenir de demain. Et donc vous avez toutes les terres australes, vous avez des terres qui se situent près du canal du Mozambique, comme par exemple Juan de Navo, qui est aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises, notamment de la part de Madagascar, qui veut obtenir la souveraineté, ou encore l'île de Tromelin, qui fait aussi l'objet d'une convoitise, cette fois-ci du côté de l'île Maurice, ou encore Clipperton, qui est plutôt du côté du Mexique, qui là voit régulièrement des bateaux étrangers piller le sous-sol. Les crétins diplômés, comme les appelle Emmanuel Todd, qui sont dans les cabinets ministériels et dans les médias, disaient l'île de Tromelin, c'est rien du tout, c'est 1 km². 1 km² génère 432 000 km² de zone économique exclusive. Et si on étend le rayon de 200 nautiques à 350 nautiques, selon la convention de Montego Bay, qui dit que si une île est sur un plateau continental, donc on peut étendre la zone de 200 à 350 nautiques, on passe donc des 432 000 km² à 1 322 000 km² pour un petit caillou dans l'eau. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de protéger ça. La question des ressources halieutiques sera stratégique, fondamentalement stratégique. Et donc il faut qu'on ait l'outil de défense qui permette d'assurer notre souveraineté dans ces espaces-là. Donc la souveraineté dans nos espaces maritimes nous imposera d'avoir les outils pour assurer cette souveraineté, c'est-à-dire des outils de surveillance et d'intervention. Et revoir complètement notre politique industrielle de l'armement, en particulier maritime. Ce qui me motive dans cet engagement, c'est que la volonté du gouv aussi, c'est de préférer l'intégrité et la transparence à la communication de l'autosatisfaction du gouvernement actuel. Parce que ce que constatent les gens, c'est qu'ils font preuve d'aucun sens critique, ni de remise en cause. Et je tenais vraiment à vous le dire parce que je pense que si nous sommes encore en démocratie, le président actuel ne finira pas son mandat. Et peut-être que ce que nous sommes en train de faire est prémonitoire. Concernant les affaires étrangères, la ligne retenue, c'est effectivement le retour d'une diplomatie d'équilibre et de souveraineté pour la concorde des nations, qui a toujours été, comment dire, cette ligne générale, je pense qu'on veut dire gaullienne et souverainiste, parce qu'il nous fallait, c'était toujours la position de la France, promouvoir la concorde des nations et des coopérations stratégiques pour une diplomatie d'équilibre. Il faut savoir que la France, pour assurer l'assassinat de Mouammar Kadhafi, a dès 2011 financé, armé et parfois formé les djihadistes que l'opération Barkhane et Serval sont en train de combattre aujourd'hui dans la zone sahélienne. Il faut savoir qu'il a fallu attendre début 2015 pour que la France, je dis bien la France, ces gens ont fait le choix, de rompre leurs relations avec les mouvements djihadistes pour s'orienter vers le général Haftar. Donc, vous comprenez aujourd'hui, par rapport à tous ces faux débats qui sont à la télévision, que nous avons affaire à des criminels. Et puis, au final, comme en Syrie,
on perdra tout, hein, alors que la France, c'était quand même une voie importante, c'était une voie intelligente. Et il faut savoir que de tout temps, pendant très longtemps, tous les pays dans le monde rencontraient en général, de manière officieuse, l'ambassadeur français où qu'il était, puisque il maintenait une forme de tradition et il parlait avec tous les intervenants dans le pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pour ça que notre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, n'est même pas lu. Ces communiqués ne sont même pas lus. Et il y a toujours un moyen de négocier entre deux personnes qui ont deux armes, les Grecs qui, entre guillemets, possèdent cet espace maritime et les Turcs qui possèdent cette masse de migrants. Et d'ailleurs, ils ont à plusieurs reprises permis de traverser les frontières. Quel est le rôle réel de la France ? À mon sens, le rôle réel de la France, c'était plutôt une voie de, entre guillemets, de pacification entre ces deux États qui se sont déjà fait la guerre dès 1974. Le problème, c'est qu'on a choisi un chemin tout autre. On croyait qu'on allait être suivi. Eh bien, aucun État européen nous suit. Il ne faut pas oublier qu'il a été pendant très longtemps, Michel Aoun, recueilli par la France. Il s'est, suite à cette guerre inter-libanaise, réfugié à l'ambassade de France, accueilli en France, hébergé par les Français. Il est retourné au Liban, il a pu en devenir, par le jeu politique et des alliances, un président. Aller là-bas et même demander à son garde du corps de le faire s'éloigner pour la conférence de presse, ça a été excessivement mal perçu à l'échelle du monde. Et c'est quand même incroyable, c'est pas dans notre tradition. Le trop-plein de communication nous éloigne du réel et de la place de la France, de la place réelle de la France dans la diplomatie. Nous avons un rôle d'équilibre et de souveraineté pour la concorde des nations. Et à chaque fois qu'on s'est positionné dans ce sens, dans le cadre d'une diplomatie traditionnelle, on a toujours été très fort et ça nous a ouvert énormément de choses. Là, on a vendu des avions d'occasion, enfin, on a vendu. On sait très bien qu'on ne sera jamais payé sur les derniers Rafales qu'on a fournis, ni même les frégates qu'on a vendues, qu'on aurait dû vendre aux Russes et qui ont fini en Égypte. L'équilibre terre-mer, l'équilibre entre civilisations pour co-développement, des coopérations internationales pour un avenir planifié, viable et apaisé, des partenariats collectifs pour le co-développement par zone concentrique. Bien sûr qu'on y a des avantages lorsque des gens y parlent français, et le facteur de la francophonie, c'est énorme, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui parlent français dans le monde. On oublie de le rappeler. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de négocier entre Haftar ou Sarraj. Alors, ce qui est assez comique, Sarraj, qui va démissionner au mois d'octobre, est un élu fantoche puisqu'il n'a jamais été élu. Il a été imposé par les Nations Unies. Le seul parlement qui a été élu par le peuple libyen, c'est le parlement de Tobrouk, qui vient de démissionner il y a 5 jours. Et donc, Haftar lui-même est complètement délégitimé parce que c'est un chef de guerre, ancien agent de la CIA, et qui a été mis en place après la chute de Kadhafi, qui essaye d'imposer son fils qui est actuellement formé aux Émirats. Mais la rationalité des vrais acteurs de terrain qui pensent en logique de souveraineté font qu'aujourd'hui, Dubaï, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Russie sont en train de comprendre que Haftar, un homme fatigué et vieillissant, qui avec tous les moyens qui lui ont été donnés n'a pas réussi à faire pencher la balance de son côté et de leur côté. Le premier dossier sur lequel on a commencé à travailler est celui de l'histoire de la monnaie. Et cette histoire nous montre comment les peuples ont été progressivement, depuis 300 ans, dépossédés de la gestion, de la création monétaire. Il faudrait que nous ayons le peuple avec nous. Il faudrait que les citoyens soient conscients et exigeants sur le plan de la monnaie. On en est loin puisque l'information en matière économique, et particulièrement monétaire, est pratiquée en dépit du bon sens. Il est probable que nous ne pourrons pas récupérer la création monétaire, c'est-à-dire, en fait, la souveraineté politique, sans un travail d'éducation populaire. C'est ce que nous nous proposons de faire. Si une population, en instituant les organes de sa souveraineté politique, oublie l'aspect monétaire de ces institutions, et si elle continue à dépendre de ceux qui vont accepter de financer les décisions ou refuser, eh bien en fait, c'est pas le peuple qui sera souverain, c'est celui qui décide de financer ou pas. Celui qui peut décider, oui, ça on le finance, mais ça on le finance pas, c'est lui le souverain.
Donc ça va ensemble. La souveraineté politique et la souveraineté monétaire sont indissociables. À chaque fois qu'on veut prendre de bonnes décisions et servir le bien commun, on prétend que l'argent est rare pour le faire. Or, il n'y a rien de plus simple que de créer de l'argent. Et on le voit aujourd'hui. Si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais. Il faut changer de lunettes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que pour sauver les banquiers, on crée instantanément des milliers de milliards. Quand on travaille sur la dette, on s'aperçoit que de tout temps, la dette est un outil de domination. Le créancier domine le débiteur. Alors que le souverain monétaire, par construction, ne peut pas être endetté. Le souverain monétaire, c'est lui qui produit la monnaie, il peut pas être endetté. Un État peut pas être un État digne de ce nom, pas un État qui a été sabordé par les politiciens. Mais un État digne de ce nom peut pas être en faillite, évidemment, puisque c'est normalement lui qui devrait créer la monnaie. Et c'est comme ça au départ. Ce sont des chefs de guerre qui ont imposé leur monnaie comme outil de domination. Et puis ensuite, ce sont les banquiers qui ont progressivement essayé et réussi à créer la monnaie en même temps que les États au début. Et puis aujourd'hui, c'est fou, ils en sont à avoir exclu les États de la création monétaire, c'est-à-dire qu'ils ont pris toute la place progressivement. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que va permettre à notre collectivité politique le fait de enfin pouvoir financer librement, souverainement nos décisions politiques? C'est le fait que nous soyons de plus en plus nombreux à avoir compris cet enjeu et les méthodes, ne plus avoir peur de ce savoir, comme si c'était un savoir inaccessible, il nous faudrait des mois, des années pour comprendre. Pas du tout, pas du tout. Nous avons commencé un travail qui est tout simplement de pouvoir donner le contrôle des textes qui sont les plus importants, c'est-à-dire les textes constitutionnels, à un contrôle direct des citoyens. À discuter et peaufiner des changements très très concrets et très détaillés. Donc celui-là, on a commencé avec quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le contrôle donc, des citoyens de la Constitution. Ce travail arrive à un texte qui est finalement assez précis et dans lequel chaque mot compte. C'est quelque chose qui crée un RIC constitutionnel. Il suffit d'abroger ce paragraphe de façon à que un changement constitutionnel ne peut que se faire avec un référendum, comme il se passe déjà en Suisse, en Irlande, au Danemark et dans plein d'autres pays. Et il ne faut pas qu'une décision soit prise contre l'avis de la majorité, mais il ne faut pas non plus qu'une décision qui veut être prise majoritairement ne soit pas prise parce que personne ne la soumet. Donc ça veut dire que les citoyens, par une méthode directe, peuvent légiférer seuls, s'ils obtiennent 700 000 signatures, et ensuite, s'ils votent oui au référendum, il y a une possibilité de changement direct de la Constitution, mais les élus, c'est-à-dire le président et les parlementaires, peuvent proposer des changements constitutionnels, mais ils ne peuvent pas les valider sans le consentement populaire. Changer la Constitution, ça veut dire pouvoir aussi introduire un RIC abrogatif, législatif, et pouvoir aussi décider ou non de contrôler les traités internationaux, la division des pouvoirs, et ainsi de suite. L'idée, c'était de proposer d'autres changements qui sont naturellement conditionnés à celui-là, puisque tout changement constitutionnel il est impensable qu'il puisse être introduit sans l'aval populaire, donc sans une modification de l'article 89. Le politicien idéal, c'est un politicien contrôlé. Voilà. Ça, c'est la philosophie qui est à la base du travail qu'on fait. Dans notre cas, comme dans beaucoup d'autres, la légitimité ne se décrète pas, elle se mérite. On espère avoir été digne de votre attention aujourd'hui. Merci à tous. Cette session est close. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Rendez-vous au plus tard au prochain conseil et quand vous voulez sur legouv.fr. Bonsoir à tous. Bonsoir.